Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bonjour Monsieur Steve Utterwald. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Non, non, allez-y. Bonjour Monsieur Youssef Travali. Nous vous remercions d'avoir bien voulu venir aujourd'hui dans le laboratoire de l'info pour analyser les armes de guerre de l'Afrique contre cette grande crise causée par le nouveau coronavirus. Une analyse, disons-le tout de suite, compliqué, mais pour bien la mener, nous comptons sur les grands connaisseurs de l'Afrique que vous êtes. Même s'il est difficile de vous présenter en quelques mots, je rappelle juste à notre cher public que Monsieur Steve Utterwald est l'actuel représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et vous êtes basé en Tunisie. Mais auparavant, vous aviez longtemps travaillé pour de grandes institutions internationales dans de nombreux pays d'Afrique et d'ailleurs, mais surtout en Afrique. Vous avez été en Angola, au Soudan, République centrafricaine, la Somalie, le Mali, et j'en passe. Vous, Monsieur Youssef Travali, vous suivez en particulier les jeunes et leurs innovations scientifiques et technologiques. C'est l'une d'ailleurs des raisons d'être du Next Einstein Forum dont vous êtes le vice-président. Vous êtes vous-même docteur en sciences des matériaux et vous êtes en charge particulièrement de l'innovation scientifique et des partenariats institutionnels. Je pourrais m'étaler encore longtemps tellement vos biographies sont intéressantes, mais place à la présentation de vos idées. Je commence par vous, Monsieur Travali. La crise économico-sanitaire de la Covid-19 en Afrique, c'est trop grave, docteur? Je vous remercie pour la question et je vous remercie d'être sur cette émission. Je crois que c'est une très belle opportunité. C'est intéressant que vous parlez de crise économico-sanitaire. Je crois que ça, c'est important d'insister sur ce point. Je pense que la crise est très grave. Elle est très grave parce qu'elle a révélé beaucoup de faiblesses. Il y a des faiblesses qu'on connaissait, hein, les faiblesses de nos systèmes de santé. On les connaissait très bien, ces faiblesses, et on ne faisait rien pour intervenir. Mais au-delà de ça, ce qui a été frappant, c'est d'autres faiblesses qui ont été relevées. Une première faiblesse que je pense qu'il faudrait souligner, c'est le manque de compréhension entre la planification urbaine et la prospective sanitaire et l'urgence sanitaire. Ça, c'est un point très critique et il faudrait qu'en allant de l'avant, on puisse très bien dégager le lien qui existe entre planification urbaine, services urbains, les risques associés, les comportements des populations et la santé publique. Je crois que cette chaîne-là n'était pas très bien maîtrisée. Le deuxième point que ça a révélé, et ça m'a frappé dès le début, on pourrait élaborer sur ça, c'est l'absence de capacité des États africains à modéliser des pandémies. Et modéliser des pandémies dans leur contexte, dans un contexte qui lui est propre, c'est-à-dire pouvoir modéliser des pandémies en tenant compte de l'état de santé de sa population, en tenant compte du comportement de la population au quotidien, pour pouvoir prédire comment la pandémie va évoluer dans le pays et comment est-ce qu'on peut lier les mesures sanitaires qu'on prend avec des impacts socio-économiques qu'on pourrait anticiper. Le troisième point intéressant que ça a révélé, c'est quand je parle de la faiblesse du système de santé, c'est que si on regarde les systèmes de santé comme une chaîne de valeur, donc la chaîne de valeur de la santé, on va se rendre compte qu'il y a un point très intéressant dans les systèmes de santé africains, c'est la médecine traditionnelle. Il est très clair que dans la plupart des pays africains, lorsque quelqu'un tombe malade, son premier réflexe, c'est d'aller vers la médecine traditionnelle avant de se tourner vers la médecine moderne. Conventionnelle, ouais. Oui, conventionnelle. Et c'est quelque chose que nous n'avons jamais intégré dans les chaînes de valeur des systèmes de santé africains. Et la Covid aujourd'hui l'a montré. On a vu avec les médecines traditionnelles que les populations ont tendance à se tourner vers ça. Et donc, ça veut dire qu'on doit vraiment se pencher sur cette problématique dans le futur. Vous êtes déjà dans la prospective, mais aujourd'hui, Monsieur Etcherwald, on ne peut pas parler de l'Afrique comme un tout monolithique
c'est vrai, mais globalement, la situation vous paraît-elle dramatique, comme le décrit par exemple l'OMS? Merci beaucoup, Monsieur Zenabi et Monsieur Travaili. Écoutez, c'est dramatique et ça va l'être pendant quelques mois et quelques années, malheureusement, pour le monde, mais surtout pour les pays, je dirais, qui ont un niveau de développement humain un peu plus bas, ou pour les pays à revenus moyens ou faibles, comme la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne. Alors, oui, on ne peut pas parler d'Afrique comme une entité monolithique. Vous avez l'Afrique subsaharienne. Même au niveau du Covid, il y a une différence fondamentale pour l'instant entre les taux d'infection et les taux de mortalité entre le Maghreb, le Machrek et le reste de l'Afrique. On peut en venir. Alors, l'OMS a fait une étude basée sur la modélisation, en effet, pour l'Afrique. L'Afrique subsaharienne en particulier, et pour l'instant, il parle d'un niveau de 250 000 personnes qui pourraient être infectées et 190 000 morts. Alors, si on regarde les chiffres au jour d'aujourd'hui, qui viennent aussi de l'Organisation mondiale de la santé, mais le Bureau Afrique, donc il ne reprend pas ni l'Égypte, ni le Maroc, ni la Tunisie, ni la Libye, par exemple, il y a pour l'instant 61 000 personnes qui ont été affectés en Afrique subsaharienne pour un total de 1700 morts. Alors, chaque mort est une tragédie. Mais clairement, si vous comparez au reste du monde, et notamment en Europe et aux États-Unis, le taux reste relativement faible. D'ailleurs, le taux d'infection mortelle pour l'instant en Afrique est de 0,06%. Comparé à 0,1% dans le reste du monde. Mais bon, ça, ce sont des chiffres. C'est un drame en tant que tel. Comme je l'ai dit, chaque vie humaine perdue est dramatique. Mais vous avez parlé de crise économico-sanitaire ou sanitaro-économique. Moi, je vais parler de crise sanitaire et de crise socio-économique. Et les deux sont liés, comme on le sait, on en parle beaucoup. L'impact sur un continent comme l'Afrique va être, vous avez utilisé le mot dramatique, va être dramatique. Surtout pour les populations les plus vulnérables, évidemment pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises, et les gens les plus défavorisés, les plus marginalisés. La Banque mondiale parle d'un potentiel de 60 millions de personnes qui pourraient retourner ou tomber dans la pauvreté extrême, c'est-à-dire avec des revenus en deçà de 1,90 $ par jour. Et surtout en Asie du Sud et dans l'Afrique subsaharienne. Donc, l'impact social sur les populations les plus vulnérables en Afrique va vraiment être critique. Vous savez, j'aime pas faire cette comparaison, mais je la fais quand même parce qu'elle illustre assez bien cette différence qu'il faut faire entre l'impact sanitaire qui est critique et qui demande des réponses d'urgence, mais aussi des réponses à moyen et à long terme au niveau structurel. C'est la corrélation entre le Covid et l'Ebola. L'Ebola, qui a frappé l'Afrique de l'Ouest plusieurs fois, mais la dernière fois en 2014, ce virus-là avait fait plus de morts pour des questions socio-économiques qu'à cause du virus lui-même. Justement, manque d'accès aux services sociaux de base élémentaires, accès aux soins, perte de revenus, perte d'emploi, etc. Donc, la crise socio-économique est vraiment ce sur quoi le monde, mais l'Afrique en particulier, va devoir se focaliser au-delà de la crise humanitaire, la crise d'urgence, la crise sanitaire sur laquelle tout le monde travaille en ce moment. C'est vraiment de se préparer déjà à faire des réformes d'urgence et des réformes structurelles sur la crise socio-économique. On peut en parler un petit peu plus. Donc, Monsieur Travali, en fait, on l'a bien vu, il y avait aussi l'épidémie de l'Ebola. Est-ce que l'Afrique pêche aujourd'hui par son manque de capitalisation sur les mauvaises expériences? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il suffit de voir. Nous avons analysé au sein du Next Chain Forum un peu les pays qui ont donné les meilleures réponses à la crise Ebola dès le début. Et on va noter que Taïwan, par exemple, sont très clairement en tête du lot. Et Taïwan est à une centaine de kilomètres de l'épicentre où il y a eu le Covid. Alors, on pourrait dire, voilà, qu'est-ce qui a fait que Taïwan a pu anticiper?
C'est tout simplement son histoire, hein, son historique, sa connaissance des pandémies similaires qui ont eu lieu ou des épidémies similaires qui ont eu lieu en Chine dans les années précédentes. Et ça a été la réponse, c'est comme ça que Taïwan a pu répondre de manière rapide et efficace, la Corée du Sud de manière rapide et efficace. Donc tous les pays d'Asie, c'est ce qui leur a permis de répondre très rapidement. Et donc je pense qu'il est très clair que nous sommes dans la même situation. Il est important que cette situation du Covid nous amène d'abord à répondre à l'urgence sanitaire et ensuite à mettre en place ce que j'appellerais la prospective sanitaire. C'est pour ça que je parle vraiment des deux. L'urgence sanitaire, c'est pouvoir répondre à la crise du moment. Donc, utiliser par exemple la modélisation des données pour essayer de comprendre comment est-ce que les mesures politiques qui sont prises, le confinement partiel, total, et ainsi de suite, ou bien supprimer tel mode de déplacement par rapport à tel mode de déplacement, comment est-ce que ces mesures politiques impactent la progression de la pandémie pour pouvoir l'arrêter. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est aller plus loin, c'est utiliser ces modèles à des fins de prospective sanitaire, c'est-à-dire essayer de comprendre, parce qu'on s'est rendu compte pendant le Covid que la cible sont les zones urbaines, que ce soit au Sénégal, partout. Donc, les gros foyers sont les zones urbaines. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire au niveau de la planification urbaine, au niveau de nos modes de déplacement dans les grandes capitales africaines, à la manière dont nous allons faire nos courses et ainsi de suite, de manière à pouvoir anticiper lorsqu'il y aura la prochaine pandémie, on pourra automatiquement répondre de manière durable. Et ce qui est vraiment dommage, donc, de nos grands, je dirais, programmes de travail, c'est la conférence du Next Action Forum qui devait se passer à Nairobi, qui a été annulée. Et lors de cette conférence, nous avions justement prévu une session sur How to Prevent Future Shock. Donc, comment anticiper les chocs futurs. Et c'était vraiment partir de l'expérience Ebola, de dire, voilà, qu'est-ce que Ebola nous a appris et comment est-ce que cette expérience d'Ebola se traduit à l'invasion des criquets qui a eu lieu et comment est-ce qu'on pourrait anticiper des futurs chocs. Et malheureusement, on n'a pas pu avoir cette discussion puisque la conférence a été annulée en raison du Covid. D'accord. Et donc aujourd'hui, on reste sur des constats. Que faut-il faire, sachant que des pays s'en sortent mieux que les autres? N'y a-t-il pas possibilité, M. Otterwald, de capitaliser sur des expériences, par exemple, marocaines, rwandaises, puisque M. Travali nous parle de Kigali? Écoutez, moi, je crois que c'est la réalité. Il faut de manière générale, il faut toujours s'asseoir après une crise comme... c'est qui a dit ça? C'est Winston Churchill qui a dit ne laissez jamais... how do you say? Don't waste a good crisis. Comment on dit ça en français? Utiliser une crise Utiliser à bon escient à bon escient. Voilà. Alors, les crises. c'est plus facile en anglais de dire cette citation. Chaque pays doit vraiment prendre un peu de temps. C'est difficile même parce qu'on est dans une situation d'urgence, de réponse à la crise, mais après coup, c'est vraiment de réfléchir sur ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Comme vous l'avez mentionné, je ne crois pas que je suis un expert de l'Afrique, vous l'êtes avec M. Travali, moi je suis basé en Tunisie, et franchement, il y a déjà, on parle de modèle tunisien, la Tunisie, au Maghreb, dans le Machrek, c'est un des pays qui s'est débrouillé le mieux parce qu'il y a eu différentes mesures qui ont été prises très rapidement par le gouvernement. Au Maroc aussi. Hein. Au Maroc aussi, voilà. Donc, je vous aide marocain, je vous laisse parler du Maroc. En Tunisie, on a 46 morts. Bon, la population est de 10 millions, c'est un peu plus petit que dans d'autres pays, et il y a plus ou moins 1000 personnes qui ont été infectées. Donc tout est relatif, il y a des vous en avez parlé, Monsieur Travali aussi, il y a des taux d'exposition un peu différents qui influencent ces facteurs, comme le nombre de personnes dans les ménages, la densité de la population, la typologie du pays. Je dis des pays comme le Niger, la Mauritanie, le Tchad, où il y a pas mal d'espace, la densité est moindre. Évidemment, on aura des taux d'exposition et des lots de transmission un peu différents. Donc, on ne peut pas comparer un pays à l'autre, mais au niveau des mesures qui ont été prises quand on parle de réduction de risque de catastrophe
de prévention de risques ou de gestion de risques, en effet, il y a des pays dans le monde qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres, et c'est la même chose en Afrique. Donc, les leçons apprises vont être très intéressantes, et je crois que cette idée d'intégration de l'Afrique en général, de l'intégration économique, mais aussi de l'intégration intellectuelle, et je crois que M. Travali est le mieux placé pour en parler, est vraiment de partager encore une fois ce qui a été appris, ce qui a marché, et faire fi un peu de sa fierté nationale ou nationaliste pour vraiment partager et écouter ce qui a marché dans un pays ou ce qui n'a pas marché dans l'autre. On est encore un peu au début, je crois, en Afrique subsaharienne. Vous avez commencé, si je puis m'exprimer ainsi, un peu tard. Vous avez sauté dans le train Covid un peu plus tard que les autres, et heureusement pour vous, parce que beaucoup de choses ont été dévoilées depuis lors. On a appris beaucoup de choses depuis que les choses se sont déroulées en Chine, après en Italie, en Espagne, etc., aux États-Unis. Donc il y a des pays vraiment qui sont, j'espère, ont déjà accumulé des expériences et des leçons qui viennent d'autres pays. Et c'est pour ça aussi que les chiffres quant aux prédictions de personnes infectées en Afrique subsaharienne ou au nombre de morts varient selon les études, les organisations, mais aussi quand les études ont été faites. Des études qui ont été faites il y a un mois ou les études qui ont été faites à 2 semaines ont des résultats complètement différents parce qu'on apprend beaucoup plus au jour le jour. Donc voilà, il y a encore du travail à faire, mais je crois que l'Afrique peut-être est dans une meilleure situation, je dirais, pour essayer d'endiguer ce fléau, ce virus, et essayer d'arrêter ou d'endiguer, comme je l'ai dit, sa propagation. Mais au-delà de la propagation, vous l'avez bien dit, les dégâts en matière économique, le nombre de chômeurs qui seront demain sans emploi et donc sans ressources, c'est des chiffres énormes. Et c'est là, en fait, le vrai défi qui s'impose dès aujourd'hui à l'Afrique. Monsieur Travali, maintenant, que faut-il faire? Si je prends par exemple le cas du Rwanda, c'est la vitesse à laquelle les innovateurs se sont repositionnés, ou bien la vitesse à laquelle le secteur informel a pu être formalisé, ou s'est formalisé. Parce que les chaînes d'approvisionnement classiques étaient complètement coupées, et il fallait pouvoir continuer à toucher aux clients, toucher les clients. Donc en fait, le commerce à distance s'est vraiment développé ou démultiplié. On a vu beaucoup de startups se repositionner ou se reconvertir. Et ce que ça a montré, c'est l'importance de l'écosystème des startups dans les pays africains et leur capacité à se repenser et à se redéployer. Et moi, je crois que ça, c'est vraiment une piste très intéressante. C'est renforcer cet écosystème de startups en mettant en place un cadre qui va supporter ces startups de manière à pouvoir, je dirais, dans les mois, années à venir, grandir. Donc, mettre en place un écosystème de startups, ça veut dire quoi? Ça veut dire renforcer les mécanismes de financement de ces startups. Mais renforcer évidemment les mécanismes de financement des startups, c'est arrêter de réfléchir à des montants qui sont, je dirais, suboptimaux, pardon, où on est à des montants de l'ordre de 10 000 $ ou 15 000 $ pour des startups. Donc vraiment penser des startups avec des financements qui leur permettent de passer à l'échelle pilote. Donc on parle de 100 millions, 200 millions de dollars, ou des véritables industries. Donc on parle de 500 millions de dollars et plus. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui a été révélée, c'est l'importance du cadre réglementaire. On a vu par exemple qu'au Rwanda, en 48 heures, le pays s'est véritablement transformé en une société de cashless. Et ce qui a été mis en place, c'est des incentives pour les transactions financières online, où on peut faire des transferts entre le moyen de paiement mobile et la banque sans frais de transfert, et ainsi de suite. Donc, ça a encouragé les populations à employer ces modes de paiement. Donc, on a vu l'importance d'avoir un cadre réglementaire porteur pour pouvoir faciliter la mise en place de toutes ces plateformes e-commerce qui se sont développées en quelques jours. Le troisième facteur important, c'était effectivement l'aspect du capital humain. Donc, comment est-ce qu'un pays parvient à se transformer en si peu de temps en une société cashless?
C'est vraiment au niveau technologique, il y a vraiment 3 critères importants. Est-on prêt à utiliser les technologies? Avons-nous accès aux technologies? Et sommes-nous prêts, avons-nous accès aux technologies et savons-nous utiliser ces technologies? Donc, ça, ce sont les 3 critères. Ce qui est intéressant, c'est qu'en janvier, dans une étude produite par l'Institut Brookings aux États-Unis, une étude qui s'appelait Foresight Africa, ils ont justement montré des index sur le niveau de préparation de l'Afrique dans les technologies de l'information. Et il s'avère que sur ces indicateurs que je viens de donner, l'Afrique est derrière le monde. Donc là, il y a un gros travail à faire d'améliorer notre niveau de préparation par rapport à ces technologies, pas seulement dans 1 ou 2 pays, mais vraiment à l'échelle continentale, parce qui va nous permettre justement de basculer vers ces économies. Donc, très clairement, le digital va jouer un rôle prépondérant dans les années à venir, mais supporter les écosystèmes de start-up, c'est vraiment la clé dans les mois à venir. Est-ce qu'on ne va pas se heurter aux problèmes de financement? Oui, écoutez, moi je voudrais pas être le pessimiste dans le groupe, dans votre émission. Je crois que les startups et tout ce dont M. Travalli a parlé est extrêmement important. Je vais peut-être en revenir dans 2 secondes. Aussi, le cas du Rwanda, si vous me permettez. Le Rwanda, c'est le tigre de l'Afrique de l'Est. Donc, c'est peut-être pas le plus représentatif. C'est un des pays qui performe le mieux au niveau qui se classe le mieux au niveau du doing business de la Banque mondiale en Afrique et même dans le monde, avec des réformes incroyables. Donc, le Rwanda, c'est un des pays dans l'Afrique subsaharienne qui, encore une fois, qui se trouve au top du classement de nombreux indicateurs. Donc, et au-delà du doing business. Donc, c'est bien l'utiliser comme exemple, mais tous les pays d'Afrique, malheureusement, ne sont pas à ce niveau-là encore. Donc, moi, ce qui nous intéresse aussi en tant que Nations Unies ou d'autres organisations internationales, c'est aussi faire en sorte que, ça c'est très bien, il faut se focaliser là-dessus, la digitalisation, on va en reparler, mais aussi il y a tous les gens, les populations les plus vulnérables, les jeunes, les femmes, les migrants, les travailleurs journaliers, les travailleurs de l'informel, qui représentent 80% de la force de travail, pratiquement entre 30 et 40% du secteur en Tunisie, le secteur de l'entreprise privée, et dans le secteur informel. La Tunisie est un pays à revenu moyen, je crois, comme le Maroc. Donc, pensez à d'autres pays à revenus bas. Le secteur informel est extrêmement important et l'impact socio-économique du Covid ou de l'après-Covid sur ces gens va être fondamental. L'Organisation internationale du travail parle de 195 millions d'emplois perdus dans le monde et une grande majorité aussi en Afrique. L'Afrique aura besoin un peu plus de 150 milliards, c'est beaucoup de chiffres et beaucoup de zéros. Exactement. À cause de pertes de revenus liées aux dépenses, des réponses à l'urgence des gouvernements, aux soins de santé, services de base, protection sociale, etc. Pour certains pays, la chute du prix du pétrole, j'en passe et des meilleurs. Donc le déficit budgétaire, l'endettement au niveau des institutions de l'État va être énorme, mais l'impact direct sur les gens les plus démunis va être fondamental. Et ces gens n'ont jamais entendu parler de start-up. Et on parle de centaines de millions de personnes. Donc la première chose, moi je dirais, il y a plusieurs choses qui devraient être faites, et faciles et moins faciles. D'abord, protéger les systèmes, les services de santé, ça je crois qu'on l'a bien compris, tout le monde le mentionne, Monsieur Travalli l'a mentionné aussi, vous-même, c'est important. Ensuite, les services de base et la protection sociale, justement, pour aider les plus marginalisés, les plus démunis. Donc vraiment, pour ne laisser personne de côté, leave no one behind. Vous voyez souvent ce hashtag LNOB, ne laisser personne de côté. Donc toutes les catégories de la population que j'ai mentionnées. Protéger les emplois. Il va y avoir, comme je l'ai mentionné, des millions d'emplois qui vont être perdus, notamment en Afrique. Protéger les petites et moyennes entreprises, qui franchement a 80% de la force de travail en Afrique subsaharienne. Donc c'est énorme. Et évidemment, les plus vulnérables et les gens qui travaillent dans l'informel, comme je l'ai dit. Et aussi une réponse macroéconomique, je ne crois pas qu'on va parler de cela aujourd'hui, mais une réponse macroéconomique dans tous ces pays, mais aussi qui fonctionne pour tout le monde, et pas juste pour les grandes entreprises ou l'élite économique et politique. Et ensuite, renforcer la cohésion sociale et la résilience communautaire face à des chocs potentiels, que ce soit des pandémies ou des crises sanitaires, mais aussi des chocs liés au climat et à l'environnement qui,
encore une fois, vont toucher l'Afrique et d'autres régions du monde plus que certains autres. Monsieur Travali a parlé des startups, de la digitalisation, je crois. C'est extraordinairement important. Il faut absolument que le monde investisse dans cette transition numérique dans les pays les moins développés, notamment les pays en Afrique subsaharienne. Et il faut essayer de réparer cette fracture numérique, digitale qui existe. Alors là, on parle beaucoup de télétravail, on parle des enfants qui sont à l'école et qui réussissent à suivre les cours online. Encore une fois, ça touche un pourcentage minime de la population en Afrique. Le rapport du PNUD qui vient de sortir il y a 1 heure, Scoop mondial, c'est une sorte d'addendum au rapport de développement humain 2019, justement sur l'impact du Covid et les mesures à prendre. Je viens de le voir, ça vient de sortir encore une fois, Scoop mondial il y a 1 heure. 86% des enfants en âge d'aller à l'école n'auront pas d'éducation cette année en 2020 ou jusqu'à ce que les écoles soient fermées dans les pays au développement humain le plus bas, comparé à 20% dans les pays à développement plus élevé. Donc 86% des enfants n'iront pas à l'école. Ils n'ouvriront pas à l'école physiquement, ils n'auront pas accès aux cours online, à distance. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette fracture numérique, pas accès à l'Internet, ils n'ont pas d'ordinateur, les écoles n'ont pas d'ordinateur. Donc, encore une fois, les plus marginalisés, les plus vulnérables vont vraiment être impactés de manière exponentielle comparé à tous les autres. Et je crois que le focus du travail de tous les gouvernements, des organisations internationales, des bailleurs bilatéraux, de tous les citoyens, c'est vraiment d'essayer de répondre à cette inégalité qui va que grandir au fil des mois et des années à venir. Ce rapport dont je viens de mentionner parle d'une régression du développement humain global la première fois depuis 1990. Donc, en 30 ans, c'est la première fois qu'on estime que le développement humain va décroître à cause de cette pandémie. Donc, un choc social et économique hors norme. Que pourront faire les États, on va mettre entre guillemets, faibles de l'Afrique face à ce choc qui s'ajoute aux autres chocs déjà ressentis dans ces pays? La question est pour vous, M. Travali. Je pense que faut trouver de l'argent. Je crois que ça dépend de qui donne la réponse au Covid. Moi, je vais regarder les choses du point de vue des chercheurs, du point de vue de la communauté des chercheurs africains. Je crois que le Next Generation Forum a mis en place, ou est parvenu à mettre en place une communauté de scientifiques assez impressionnante. Plus de 200 chercheurs aujourd'hui sont dans cette communauté. Ils sont en Afrique, ils sont au-delà de l'Afrique. Ils sont dans toutes les disciplines, de la science des données à l'intelligence artificielle, à la médecine, l'immunologie et ainsi de suite. Je crois que pour ces chercheurs, moi, l'axe pour lequel je pousse très fort, c'est qu'ils se mettent ensemble, ils définissent des projets de recherche, des axes de recherche pour répondre au Covid et qu'ils s'attaquent aux fonds de recherche mis à la disposition de toutes les activités liées au Covid. Donc, très récemment, par exemple, avec une équipe de 7 chercheurs du Next Generation Forum qui viennent d'Égypte, du Kenya, d'Ouganda, du Maroc, de Guinée, Conakry, du Sénégal, et j'en passe. On a monté un projet pour doter tous les 54 pays africains de capacités de modélisation contextuelle de pandémie. Et on aimerait pouvoir, d'ici 18 mois, équiper chaque État africain, en tout cas, ou mettre à disposition de chaque État africain de cet outil de modélisation qui va leur permettre de faire le lien entre planification urbaine et urgence sanitaire et prospective sanitaire. Donc, ça, c'est une action. Une deuxième action sur laquelle ces chercheurs travaillent, c'est, j'en ai parlé au tout début d'émission, c'est le problème de la santé, de la médecine traditionnelle. Donc là aussi, on s'est mis en ordre de marche pour essayer de donner une réponse systémique et holistique à cette question de la médecine traditionnelle en Afrique.
et de son importance. Vous êtes attardé sur l'exemple de Madagascar avec son remède à base d'artémisia, par exemple, pour parler de choses concrètes. Voilà, c'est de là que c'est parti. C'est essayer de voir qu'est-ce que ça prend pour que cette médecine traditionnelle, il y ait un minimum d'encadrement pour que ce soit quelque chose d'utilisable. Mais de manière beaucoup plus, je dirais, je parle d'approche holistique et systémique. Déjà, il y a 2 ans, lorsqu'on a fait une sorte de design grossier de la chaîne de valeur de la chaîne de valeur des systèmes de santé en Afrique, on s'est rendu compte que cette composante de la santé traditionnelle est quelque chose qu'il fallait intégrer dans la modélisation des systèmes de santé en Afrique. Donc ça, c'est un de nos axes de travail. Un troisième axe de travail sur lequel on travaille, et ça a été pointé justement il y a quelques minutes, c'est les systèmes éducatifs. Donc on a vu qu'effectivement que l'enseignement à distance ne bénéficie qu'une certaine partie de la population. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une approche beaucoup plus inclusive? Donc on travaille également sur ça. Et alors notre troisième axe de recherche, c'est vraiment sur tout ce qui est l'innovation qui est ressortie de cette crise du Covid. Donc c'est vraiment utiliser la diversité de cette communauté de scientifiques pour pouvoir adresser un certain nombre je dirais, de piliers importants de la société africaine, de manière à la rendre beaucoup plus résiliente lorsqu'il y aura des futurs chocs. D'accord. Alors, il y a la réponse concernant la recherche scientifique, mais il y a aussi une réponse qu'attendra l'Afrique des organisations mondiales, des bailleurs de fonds, mais aussi de grandes institutions comme le PNUD, justement, ou l'OMS et autres. Va-t-on assister, en fait, à de nouveaux rapports de ces organisations avec l'Afrique dans ce contexte que vous décrivez plus que dramatique? Oui, non, je crois pas. Je crois que bon, je ne veux pas parler au nom de toutes ces institutions. D'abord, je voudrais d'abord une chose, et je vais terminer par là, mais je vais commencer aussi, c'est que j'approuve absolument tout ce dont M. Travali a parlé au niveau du capital humain, de l'utilisation de la jeunesse, la créativité, l'innovation. Ça, c'est vraiment l'Afrique d'aujourd'hui, parce qu'on dit toujours l'Afrique de demain, l'Afrique de demain. Non, ça, c'est déjà l'Afrique d'aujourd'hui, et c'est l'Afrique vraiment du futur. Vous savez déjà que 6 des 7 économies les plus performantes dans le monde avant Covid sont en Afrique. Étaient Ouais. en Afrique, parce que peut-être les choses vont un peu changer pendant les prochains mois, mais je veux dire, 6 des 7 économies les plus performantes sur 10 dans le monde sont en Afrique, et on va continuer comme ça. Je crois que l'Afrique va bien se porter. Le problème, c'est que pendant les prochains mois, peut-être les prochaines années, il va falloir répondre avec des mesures d'urgence, mais aussi des mesures structurelles de réforme pour pallier au manque de revenus, à l'impact sur les populations les plus pauvres, les plus vulnérables, et aussi préparer le futur pour essayer de prévenir ces risques, que ce soit pandémiques ou liés au climat, et les gérer de manière plus efficace. Alors, En cela, l'Afrique ne pourrait compter que sur elle-même, ou justement, et c'est là le fond de ma question, ouais. il y aurait des organisations internationales qui pourraient être des acteurs actifs dans ce sens. Oui, non, absolument. Écoutez, moi, je lisais tout à l'heure un message de la Banque mondiale, du président de la banque. C'est le taux le plus élevé de prêts, de dons et de prêts concessionnels dans le monde et en Afrique depuis toute l'histoire de la Banque mondiale. Donc, les organisations internationales sont là. Le FMI, même chose avec leurs fonds rapides qui ont été décaissés dans, je ne sais pas, une centaine de pays. Les Nations Unies au niveau finance et au niveau technique, les bailleurs bilatéraux, etc. Mais ce qui est très important aussi, c'est l'importance de la mobilisation des ressources domestiques et des ressources internes. Alors, et ça, ce n'est pas juste pour l'Afrique, mais comme on parle de l'Afrique, je crois que c'est important aussi de revoir un peu le système de fiscalité. Et je ne veux pas généraliser, c'est facile de généraliser, on part de l'Afrique, encore une fois, ce n'est pas monolithique, chaque pays est Exact. différent. Mais généralisons pour faciliter les choses l'importance de la fiscalité, l'augmentation des ressources, des recettes fiscales pour de nombreux gouvernements est important. Et ça, c'est à faire. Il y a différentes choses à faire. Encore une fois, ça dépend des pays, mais vraiment un meilleur suivi au niveau de
plus de sanctions, plus de discipline sur la fraude et l'évasion fiscale qui existe dans de nombreux pays dans le monde, mais aussi en Afrique. Comment dire, la dématérialisation des moyens de paiement, là on en revient à ce qu'on parlait tout à l'heure au niveau des technologies, la digitalisation, la transition numérique, pour aussi éviter les fraudes, pour faciliter les choses et pour accélérer les choses, pour donner accès aux plus démunis, encore une fois, l'inclusion financière, mais digitale. Vous savez, les téléphones, etc., au Kenya, M-Pesa, ça, mais aller plus loin que ça aussi et toucher vraiment tout le monde pour que personne, encore une fois, ne soit laissé de côté. Donc, mobilisation internationale. Vous savez bien que récemment, le G7 a accepté les gels des remboursements de la dette jusqu'à la fin de l'année pour les pays les moins développés. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau comment dire, du monde multilatéral, des organisations multilatérales dans le monde pour aider les pays les plus démunis et les moins développés. Mais je crois qu'il va y avoir aussi un big push, beaucoup d'influence pour essayer de faire d'incitation, pour essayer de faire en sorte que les pays aussi se concentrent sur la mobilisation interne des ressources. Et là, il n'y a pas 36 000 solutions. Je crois que se focaliser sur la fiscalité, augmenter le recouvrement des recettes et de combattre la fraude sera très important. Et puis, pour terminer, voilà, le capital humain en Afrique, et c'est quelque chose dont tout le monde parle depuis des années, le capital jeunesse, peut-être une raison aussi pourquoi voilà, le taux d'infection est peut-être moindre en Afrique subsaharienne qu'ailleurs. Le pouvoir de créativité, d'innovation, les startups dont M. Travelli parle, etc. Donc, je veux dire, il faut rester optimiste. Mais parfois, c'est un peu difficile quand on parle de Covid, de lier Covid et optimisme. Mais évidemment, il faut regarder à long terme. Et en attendant, il faut aussi répondre à ces nécessités urgentes et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de gens qui tombent dans la pauvreté extrême ou les business, les entreprises qui ferment et qui envoient des gens au chômage avec un impact à long terme, social, économique et même environnemental, dont on ne parle pas souvent, mais qui est aussi très important. Très important, exactement. Vous venez d'en parler, la jeunesse est la force de l'Afrique, c'est clair. Maintenant, comment pousser cette jeunesse, comment appuyer cette jeunesse pour justement qu'elle ne sombre pas dans le désespoir, parce qu'il y aurait des conditions de désespoir fatalement à cause du chômage, à cause des problèmes sociaux qui vont se déclarer ici et là. Comment, Monsieur Travelli, vous qui travaillez chaque jour avec des jeunes, créer à partir d'une crise un big push, comme vient de dire M. Otterwald, pour la jeunesse? Bon, nous travaillons beaucoup à la mise en place de plusieurs instruments. La première chose, c'est très certainement les plateformes de connaissances. Donc, on vulgarise beaucoup. Donc, beaucoup d'articles d'opinion, beaucoup de livres blancs, beaucoup de revues de ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, que ce soit Covid ou post-Covid ou pré-Covid. Donc, on a nos différentes plateformes d'engagement du public. Donc, des newsletters, un journal grand public sur la science qui s'appelle le Scientific African Magazine et un journal plus scientifique qui s'appelle le Scientific African Journal. Donc, ça, c'est déjà une première plateforme que nous utilisons. Un autre instrument que nous utilisons beaucoup, ce sont les semaines africaines de la science. Nous organisons des semaines africaines de la science dans tous les pays africains. Enfin, à terme, c'est ce qu'on aimerait avoir. On est arrivé aujourd'hui à 35 pays en Afrique. Avec la crise du Covid, nous avons repensé un peu notre modèle. Donc, nous envisageons d'organiser une semaine panafricaine de la science, donc à travers des outils de communication à distance, bien sûr. Et je pense que là, nous allons toucher une population beaucoup plus large que celle que nous avons touchée à ce jour. Mais au-delà de votre travail qui est appréciable et que nous applaudissons au sein du Next Einstein Forum, au-delà de ça, qu'est-ce qui pourrait être fait auprès de la jeunesse, concrètement, aujourd'hui, pour
que demain soit moins sombre. Parce que, vous le savez très bien, avant la Covid-19, énormément de jeunes fuyaient l'Afrique et ça pourrait continuer et s'aggraver encore avec la crise à venir. Comment redonner du travail, redonner de l'espoir? Très vite, on est dans l'urgence à ces jeunes. Donc, redonner de l'espoir, très clairement, c'est se concentrer sur les success stories. On a vu vraiment des jeunes startups partir et littéralement exploser pendant cette période. Il faut se focaliser sur ça, il faut communiquer autour de ça, il faut montrer que, bon, voilà, cette crise, c'est une opportunité et c'est l'occasion de vraiment repenser son business, c'est l'occasion d'innover. On a vu des jeunes, voilà, par exemple, les Knowledge Labs, ils ont commencé à produire des masques et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des success stories parce que les Knowledge Labs, c'est des endroits pour les jeunes. Comment l'impression 3D s'est positionnée dans tout ça. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui donnent de l'espoir aux jeunes, sur lesquels il faut capitaliser. Donc, au-delà de ça, je crois que ce qui est important, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les écosystèmes de start-up, c'est pouvoir que ces jeunes, une fois qu'ils ont des idées, qu'ils puissent justement les mettre en œuvre, les mettre en pratique et se sentir accompagnés. Je crois que ça va vraiment être ça la clé, parce que on n'a pas des systèmes, je dirais, sociaux qui permettent de supporter le chômage et la perte d'emploi et des choses comme ça. Donc, il faut vraiment se concentrer sur des success stories et sur l'accompagnement de startups. Mmh. Le roi Mohamed VI a déjà écrit à certains chefs d'État africains, les invitant à une réflexion d'ensemble pour aller dans le sens de l'union. C'est l'union qui sera la solution pour l'Afrique demain, notamment le fameux projet de zone de libre-échange africaine, par exemple, Monsieur Utterwald? Je ne sais pas si je veux me prononcer pour l'Afrique. Moi, je suis européen et on connaît tous les mérites de l'Union européenne, même s'il y a des médisants ou des critiques dans ces périodes de populisme, de retour sur soi-même. Mais l'Europe, ou l'Union en tout cas, l'intégration de l'Union européenne a vraiment sauvé de nombreux pays du sud et de l'est de l'Europe. C'est une union politique, une union économique, une union sociale qui n'a d'autre pareil. Et je crois que c'est peut-être pas un modèle à calquer pour l'Afrique, mais en tout cas, je crois que l'union fait la force. Ça, c'est le motto de mon pays, la Belgique. Et donc moi, personnellement, je ne parle pas au nom des Nations Unies, j'encouragerais en tout cas une union, que ce soit régionale ou continentale. Et il y a l'Union africaine, évidemment. Et donc, voilà, absolument. Je crois qu'il y a des bénéfices à tirer, si ce n'est, on en revient à ce qu'on disait tout au début de votre émission, au niveau du partage d'expériences, des leçons apprises. Ça peut être des leçons sectorielles ou plus généralistes ou plus philosophiques, où on parle de futur d'union économique et autres, de libre-échange. On peut aller dans beaucoup de directions, mais je crois que c'est une proposition qui n'est pas nouvelle, mais qui a beaucoup de mérite. Donc, voilà, ça, c'est ma position personnelle. Voilà. Dernière question, et c'est une question un peu personnelle. Comment vous voyez le monde de demain, après la Covid-19? On sortira avec nos masques, on pourra revenir à une vie assez normale, comme avant? Allez, laissez-moi commencer. Bon, là, c'est mon côté plus optimiste pour le futur, un peu plus lointain. Plus de masques, un vaccin aura été trouvé, mais ceci étant dit, si nous ne pensons pas à un nouveau normal, un new normal, Mmh. dans notre approche citoyens plus démunis, notre approche à la planète, notre relation avec la nature, d'autres pandémies arriveront. Et on recommencera à zéro. C'est un peu le malheur de notre race humaine, c'est que parfois on n'apprend pas très vite et l'histoire malheureusement a tendance à se répéter. Donc je crois que ça va pousser à cette nouvelle génération, ou les jeunes d'aujourd'hui vraiment, à réfléchir encore plus sur le genre de modèle de développement
que nous voulons pour demain. Et encore une fois, nos relations avec notre superbe planète, notre relation entre nous humains, et qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment éviter ce genre de catastrophe qui risque de se reproduire si nous ne faisons pas attention. Mais je crois que c'est une bonne sonnette d'alarme, je dirais, un wake-up call pour l'humanité tout entière. Mais l'humain est résilient, on est là depuis pas mal de temps et je crois qu'on sera là encore pour pas mal de temps, mais il faut faire attention. C'est ce que vous diriez, vous aussi, Monsieur Travali? Oui, Donc, je parle. faire attention, mais espérer que la Covid-19 nous aura donné à réfléchir, à devenir plus solidaires, plus humanistes, plus humains. Oui, oui, tout à fait. Moi, je partage ce point de vue entièrement. Je pense que cette crise du Covid-19, c'était une belle pause pour l'humanité, une pause réflexion, pause remise en question, et ainsi de suite. Et je crois que, à mon sens, tout citoyen va sortir avec une nouvelle vision pour lui et pour le monde de demain. Et je pense que, de toute façon, les choses redeviendront normales, enfin, normales comme avant. On recommencera à voyager et à vivre comme avant. Mais je pense qu'on sera tous différents dans notre mental, dans notre vision du monde. Différents pour le mieux, j'espère. Je vous remercie pour ce passionnant débat. Je vais donner la parole à deux jeunes de l'Afrique parce que nous avons beaucoup d'espoir sur nos jeunes Africains pour que l'Afrique de demain soit meilleure. Je vous remercie. Bonjour Mademoiselle Lobine Devina et bonjour l'île Maurice. Et bonjour à Monsieur Thierry Nantnaina Randria Navello et bonjour à Madagascar. Vous êtes, je rappelle, tous les deux ambassadeurs dynamiques du Next Einstein Forum. Vous militez à votre façon pour le développement de l'Afrique, mais par la science et par la connaissance. Et on aimerait bien savoir d'abord, sur le plan de votre travail, est-ce que ça va? Est-ce que la crise n'a rien changé dans votre vie professionnelle? Pour moi, ça a vraiment changé parce que je suis une chercheuse postdoctorante à l'Université Maurice. Et alors, tous les jours, je suis basée dans les labos. Maintenant, je travaille de la maison. Ce n'est pas la même chose. Et puis, on essaie de, comme si, adapter à de nouvelles plateformes, comme si de nouvelles plateformes qu'on a dit. Et ce n'est pas vraiment facile en ce moment. Très bien, mais vous avez encore du travail et c'est très bien. Oh, oui, oui. On a plus de travail. Pas plus du travail. Très bien. Et de votre côté, Monsieur Thierry? De mon côté, ça a changé le train de vie, en fait, comme partout ailleurs. Actuellement, je suis plus active sur le télétravail et c'est grâce à l'évolution de la technologie. Il y a certaines obligations que j'ai dû interrompre pour le moment, pour le respect de la sécurité et la santé. Mais je continue à faire mes activités professionnelles à distance. On sait que Devina fait de la recherche scientifique chez elle. Et vous, Monsieur Thierry? Je suis plutôt actif dans le domaine de l'entrepreneuriat et la promotion du développement du capital humain et de l'emploi ici à Madagascar actuellement. Alors, du capital humain, parlons-en. Vous savez bien qu'énormément de jeunes vont se retrouver sans travail à cause de la crise. Et vous, en tant que jeune, comment voyez-vous les solutions rapides que peuvent prendre des pays africains tels que Madagascar, l'île Maurice, etc., pour redynamiser l'économie assez rapidement? Alors, en réponse à cette question, ce moment, cette période est une période très importante pour penser de comment on va vivre post-Covid-19. Donc actuellement, les solutions dont on prône actuellement, c'est de renforcer la formation professionnelle pendant cette crise et inciter l'État
à trouver une solution à travers des créations de nouveaux emplois, la relance économique à travers l'injection de fonds pour soutenir les entreprises et les sociétés afin de surmonter cette épreuve. À l'île Maurice, mademoiselle Devina, est-ce que vous voyez autour de vous qu'il y a des dégâts en matière de perte d'emploi? Est-ce que c'est aussi grave que d'autres pays de l'Afrique? Aussi, à Maurice, on a commencé à ressentir qu'il y a un problème de chômage maintenant, parce avec le coronavirus, l'industrie touristique est vraiment frappée et plusieurs hôtels en train de fermer les portes et beaucoup de gens maintenant trouvent sans emploi. Mais alors, est-ce que l'État propose déjà quelques solutions, par exemple de reconversion des métiers tels que le tourisme ou autres, ou est-ce qu'on attend la fin de la pandémie pour agir? En fait, le gouvernement est en train de mettre quelques lois et aussi de plans pour éviter que les gens perdent leur emploi. Et autrement, ils sont en train de aussi essayer d'aider l'entreprise en donnant comme si une somme d'argent pour soutenir le travailleur. D'accord. Donc, partout en Afrique, priorité à l'emploi, Oui. surtout des jeunes. Mais alors, au sein de votre réseau, le Next Einstein Forum, vous continuez à échanger entre vous parce que je sais qu'à travers la plupart des pays la plupart des pays africains, il y a des ambassadeurs actifs comme vous. Est-ce que vous continuez à échanger entre vous? Au niveau Extended Forum, on a même créé des groupes et on est en train de travailler sur différents thèmes. Par exemple, moi, je suis dans le thème la médecine traditionnelle. Comment on peut utiliser la médecine traditionnelle pour guérir le coronavirus, mais aussi en train de, comme si, éduquer les personnes que comprendre une médecine traditionnelle, on doit savoir comme si l'effet des secondaires. Et Les effets on est en train secondaires. de et oui, et on est en train de travailler de papier pour publier sur les différentes plateformes. Sur les différentes plateformes du forum. Oui. Alors, du côté de Madagascar, on est déjà sur un remède qui fait beaucoup de bruit. Est-ce que les choses avancent concernant ce médicament basé sur justement la médecine traditionnelle? En effet, le lancement officiel du remède CVO était le 20 avril. Et depuis, il y a déjà, avant cela, il y avait déjà des observations cliniques déjà menées, des recherches qui a été déjà menées et qui est fructifieux. Et actuellement, nous continuons dans ce sens, c'est-à-dire Madagascar continue dans ce sens à promouvoir l'administration de ce remède pour la population. Mais cela est en toute, euh, je dirais, en toute volonté du peuple. Et à part cela aussi, avec la sollicitation des pays africains, Madagascar a commencé aussi à exporter à titre de don ce remède CVO aux pays africains. Vous êtes optimiste, mademoiselle Devina, concernant la fin de cette pandémie, ou du moins qu'on sorte de cette situation difficile où la plupart des pays sont encore en confinement? Fait, on va apprendre à vivre avec le coronavirus. Ça ne va pas aller aussitôt. Et on sait que pour avoir un vaccin ou même le médicament, il va prendre peut-être des mois ou des années. Alors, on doit comme si apprendre à vivre et aussi maintenir le social distancing. La distanciation sociale. Oh oui,
puis, concernant la technique lancée par Madagascar, moi, comme une Je recherche, rappelle que le nom du médicament de Madagascar, c'est le CVO oui, ou le le, Covid Organics à oui, oui, base principalement d'artémisia. oui. Moi, comme une rechercheuse en pharmacologie, pour moi, c'est vraiment comme si très tôt pour dire que la tenue peut vraiment créer un coronavirus. Alors, d'abord, il est vraiment important de ne pas créer un faux sentiment de sécurité au sein de la population africaine qui pourrait compromettre de mesures sanitaires mises en place. Jusqu'à présent, Donc, pour vous, prendre la tisane ou une autre forme du CVO de Madagascar, euh, ce n'est pas sûr. je suis contre le COVID organique, mais moi, je demande à toutes les autorités concernées qu'on doit faire des tests rigoureux pour évaluer l'efficacité. Très bien, donc vous êtes pour les tests préconisés Oh, scientifiquement, notamment par l'OMS et les agences de médicaments un peu partout dans le monde. Alors, mais allons au-delà de cette question de médicaments et pensons à demain. On va pouvoir revenir à la vie normale et revivre un peu comme avant, voyager, échanger, etc. Mademoiselle Devina nous dit de le mettre dans la tête qu'on devra nous habituer au virus et vivre avec ce virus. Est-ce que, Monsieur Thierry, c'est aussi votre avis et est-ce qu'on pourrait revenir à une sorte de normalité? Alors, pour ma part, c'est sûr qu'après cette pandémie, il y a une mode de vie qui va changer, ne serait-ce que sur la sécurité et la santé. Donc, je ne pense pas que d'aussitôt nous reviendrons à la vie normale, mais il faudrait quand même prendre des précautions et s'adapter à la situation. Donc, cette pandémie nous a appris il faudrait connaître l'importance de la protection en termes de santé, en termes de prolifération de maladies. Et c'est pas, ça a daté de longtemps, mais ça nous a permis de rappeler l'importance de la santé. Vous êtes jeune, quel conseil pourrez-vous donner aux jeunes concernant cette vie avec la COVID-19? Donc, je conseille aux jeunes de ne pas minimiser, de prendre soin de nous-mêmes à travers l'augmentation du système immunitaire afin de résister aux différentes formes de maladies. Ça, c'est de un. Mais également de respecter et de protéger les autres en se protégeant nous-mêmes. D'accord. Votre message, Mademoiselle Devina, pour les jeunes comme vous? moi, plutôt comme une chercheuse, je voulais dire que l'Afrique a le potentiel de faire partie pour trouver une solution pour COVID-19. Alors, moi, je demande à toutes les autorités d'encourager le test sur cette remède à base d'artémisia et aussi d'autres plantes qu'on peut utiliser pour des maladies transmissibles. Et les jeunes, et moi, Donc, pour vous, il faudrait que les pays africains oui, s'unissent pour réellement tester ce remède malgache et oui, voir si réellement il est efficace, etc., prouver son efficacité pour aller de l'avant. C'est ça pour vous la solution oui, d'abord. c'est vrai. Très bien. Et alors, votre conseil pour les jeunes? Pour les jeunes, moi, je voulais dire que le jeune doit apprendre à devenir comme si indépendant. On ne doit pas attendre comme si sur le fait dans une situation à Maurice, nous sommes très dépendants sur le pays pour la nourriture. Maintenant, à Maurice, a commencé à planter. Je me demande le jeune de l'Afrique de lancer dans l'agriculture
Donc, les jeunes Africains doivent se prendre eux-mêmes en charge Oui, et se lancer notamment dans l'agriculture à plus grande valeur ajoutée. C'est ce que vous venez de oui, dire, n'est-ce pas? oui, Mhm. Et bien sûr, quelque chose de très, très important, la solidarité entre Africains. oui. Euh, vous la voyez, vous la sentez, qu'il y a un début de quelque chose après la rude épreuve de la Covid-19 série? Oui, effectivement. En effet, on se sent plus solidaire, se rapprocher pour apporter et vaincre cet ennemi commun. Je trouve que les jeunes actuels, notamment en Afrique, a eu le courage de s'unir. C'est ce que j'ai constaté aussi au sein du réseau de NEF, hein. C'est qu'il y a, malgré cette distance, malgré cette pandémie, il y a la volonté de trouver une solution commune, de trouver et chercher de s'unir et d'avoir une vision commune des choses afin d'améliorer notre vie future. Donc, je pense que c'est une bonne chose, la solidarité que nous, entre jeunes, entre Africains, a généré après cette passage de cette pandémie. Donc, optimisme pour l'avenir, n'est-ce pas, mademoiselle Devina, avec la Oh, solidarité et l'union de l'Afrique pour l'Afrique? on a remarqué que des jeunes sont venus plus proches. Même Maurice, dans les pays africains, le jeune a commencé de prendre les choses dans les mains. Il y a des jeunes qui ont travaillé pour développer des respirateurs artificiels pendant le confinement. C'est une chose qu'on doit vraiment, moi, je pense qu'on doit encourager que les jeunes de pays d'Afrique commencent à trouver la solution de leurs problèmes. Très bien. Donc, c'est sur cette note optimiste Oui. que nous terminons cet échange si sympathique en vous souhaitant bon courage et plein de succès hein, dans ce que vous faites. Et restons solidaires.